D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maëda Sili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de D'un monde à l'autre. Ce numéro sera consacré à la faune tunisienne, précisément au problème d'extinction d'espèces. De plus en plus d'espèces disparaissent en Tunisie, d'autres sont de plus en plus rares. Si la chasse était la principale raison de la disparition et de la raréfaction des espèces, le développement du pays au cours des dernières décennies a aussi causé l'extinction de quelques-unes par la destruction à grande échelle d'habitats naturels et leur transformation en espaces agricoles. Dans ce magazine, nous vous proposons deux voyages. D'abord celui des gazelles de l'Atlas qui ont fait un long voyage de l'Espagne jusqu'en Tunisie. L'espèce a été réintroduite et s'est reproduite. Nous vous proposons ensuite une escapade au parc national de l'Ichkol pour vous faire vivre le moment de libération d'une buse féroce victime de braconnage. Sans oublier l'invité de notre magazine, Abdelkader Jbeli, chercheur et représentant de l'association Tunisia Wildlife Conservation Society. Il nous parlera des principales causes de l'extinction des espèces en Tunisie et de celles qui risquent de disparaître. Mais nous commençons notre voyage avec les gazelles de l'Atlas. C'est parti. D'un monde à l'autre. La gazelle de Cuvier, originaire d'Afrique du Nord, connue aussi sous le nom de gazelle de l'Atlas, est une espèce endémique de la région de l'Atlas, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Le braconnage et la dégradation des habitats qu'elle occupe ont conduit à des populations considérablement fragmentées. Le déclin de cette espèce a commencé au début du XXe siècle et a été causé par la chasse. Avec un stock d'animaux captifs, des programmes de réintroduction sont en cours dans certaines régions de son ancienne aire de répartition où elle a disparu, notamment en Tunisie. Le Centre pour la faune saharienne à Almeria, en Espagne, est l'un des centres qui possède la plus grande population captive de gazelles de Cuvier. En collaboration avec les autorités et les associations tunisiennes, le Centre supérieur des études scientifiques d'Espagne a lancé un programme de retour de gazelles au parc national de Jbel el-Serj. Cette opération a été réalisée en octobre 2016. Un an après, l'équipe scientifique espagnole est de retour pour le suivi. Et, surprise, la population a doublé. C'est à l'Institut Cervantes à Tunis que nous avons rencontré professeur Eulalia Morena, la responsable de ce projet. El proyecto comienza porque el gobierno tunecino tiene interés en recuperar fauna amenazada de grandes ungulados en Túnez. Le projet a commencé en 2014. Le gouvernement tunisien a montré son intérêt pour la faune et la flore en Tunisie à travers la Direction générale des forêts. Et c'est à partir de là que tout a commencé. En 2015, le Centre espagnol des recherches scientifiques, la Direction générale des forêts et l'association Tunisian Wildlife Society ont commencé à préparer ce projet pour assurer le transfert des gazelles. Le transfert s'est fait en octobre 2016. Les gazelles sont venues d'Almeria et d'Oasis Park Fuerteventura. Los animales vienen a Túnez en octubre de 2016, Almería y desde el parque Oasis Park de Fuerteventura. Et donc la réintroduction, on a l'impression que ça a été facile. Les gazelles se sont adaptées dans le climat tunisien facilement. Ningún proyecto de reintroducción es fácil. Los animales han vivido durante 40 años en Almería y se tienen que adaptar a un nuevo ambiente. L'introduction n'a pas vraiment été très facile. Ces animaux ont vécu presque 40 ans à Almeria, donc cela a été un peu difficile, mais nous avons bien préparé cette introduction en amont grâce à notre expertise et notre savoir-faire. C'est très important aussi de choisir le lieu de réintroduction des animaux et ça, c'était la tâche la plus importante. Le lieu doit être un lieu bien conservé pour que les gazelles se sentent chez elles comme si elles étaient en Espagne. La première reproduction s'est bien déroulée, mais il faut attendre la deuxième année parce qu'il y a des décès aussi. Nous sommes actuellement en train de préparer la deuxième génération et nous attendons le printemps 2018 pour suivre ça. En el viaje que hemos hecho ahora, hemos preparado ya los rebaños de reproducción para que la segunda generación de animales tunecinos nazcan en la primavera de 2018. Ce
Ce projet de réintroduction des gazelles de l'Atlas en Tunisie a réuni donc le ministère tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le Centre supérieur d'études scientifiques d'Espagne et l'association Tunisian Wildlife Conservation Society. Ahmed Setti est le président de cette association. Notre association Tunisian Wildlife Conservation Society, c'est une association technique de conservation de la faune sauvage. Elle a été créée en 2011, principalement pour la conservation de la flore et de la faune des écosystèmes naturels en général, mais principalement pour la conservation des espèces en disparition ou en extinction, en voie d'extinction. Et on concentre nos efforts actuellement sur les mammifères et les carnivores. Et on a commencé notre projet phare avec la réintroduction de la gazelle de l'Atlas. Pourquoi est-ce que c'est une espèce qui a disparu depuis quand même une centaine d'années? Qu'est-ce qui a causé l'extinction de cette espèce en Tunisie? En principe, c'est presque tous les grands mammifères ou les grands carnivores. La grande cause de la disparition, c'est principalement la chasse abusive et aussi la dégradation de son habitat. Donc la dégradation des habitats des espèces est l'un des facteurs du déclin de plusieurs populations d'espèces animales, soit mammifères, soit oiseaux. Et donc, depuis un siècle, il y a un grand déclin ce qu'on appelle la grande faune tunisienne. Et jusqu'à les années 60, par exemple, le cas de la gazelle de l'Atlas, il ne restait que quelques groupes à Jebel Chambi. Et donc, c'est une espèce qui est endémique de l'Afrique du Nord. On ne connaît pas les données sur l'Algérie, mais on connaît un peu sur le Maroc et la Tunisie. Et donc, on a pensé, nous, comme association, à lancer un projet pour la réintroduction de l'espèce parce que les groupes sont très restreints, il y a beaucoup de consanguinité, il y a le risque d'extinction de l'espèce. C'est un projet qui a réussi parce qu'on a vu quand même, on a enregistré une vingtaine de naissances, mais je crois qu'il y a d'autres générations qui devraient venir et donc il y a un suivi par rapport à ce projet. Bien sûr qu'il y a un suivi. L'idée première, c'est normalement d'avoir les gazelles de l'Atlas dans la nature, libre. Et donc, la première étape, c'est la reproduction en captivité, et puis faire des regroupements des mâles et des femelles pour avoir le maximum de diversité génétique. Et puis, dans une deuxième étape, c'est de répartir quelques groupes dans divers parcs nationaux. Dans une deuxième étape, c'est pour répartir ces espèces dans un espace protégé, pas directement dans la nature. Et après, quand on a un effectif assez important, là, la troisième étape, c'est de relâcher les espèces dans la nature. Les trois partenaires à ce projet, à savoir le Centre supérieur des études scientifiques d'Espagne, l'association Tunisian Wildlife Conservation Society et la Direction générale des forêts, se sont réunis le 30 octobre à l'Institut Cervantes à Tunis pour assister à la première du film documentaire Vuelta a Casa, un film sur la réintroduction des gazelles de Cuvier en Tunisie. Avant la projection, nous avons rencontré le directeur du Centre Cervantes, Domingo Garcia Canedo. Bon, je pense que l'important, c'est la bonne santé de la coopération espagnole avec la Tunisie et d'autres pays du Maghreb autour de cet animal de la faune saharienne qui était en danger d'extinction et qu'à partir d'une initiative des partenaires locaux, tunisiens, marocains aussi. Et l'Espagne a créé une zone à Almeria, au sud de l'Espagne, pour récupérer ces gazelles de l'Atlas ou gazelles de Cuvier. Et le programme a été une grande réussite puisque on est arrivé à récupérer cette espèce. Et je vous dirais par exemple, j'ai étudié un peu dernièrement à propos des gazelles. Normalement, c'est un animal où les jumeaux sont très rares. Normalement, seulement les animaux qui sont en très très bonne santé, les mères, les femelles qui sont en très très bonne santé, ils peuvent avoir des jumeaux. Alors, dans cette réserve à Almeria, il y a eu plusieurs cas de jumeaux. Il y a même 2 cas de triplés. Wow. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'espèce se récupère très bien, mais bon, récupérer une espèce et la laisser comme ça,
en captivité, c'est pas intéressant du tout. L'important, c'est de la faire retourner à son habitat naturel. Bon, c'est justement le titre du documentaire Vuelta a casa, le retour à la maison. Et c'est pour ça qu'on a fait plusieurs réintroductions de la gazelle, soit par exemple au Maroc ou ici en Tunisie. Et l'importance aussi maintenant, c'est que les gazelles se sont déjà reproduits en sol tunisien. Des responsables du CSIC, le Conseil supérieur de la recherche scientifique espagnol, qui font les programmes, me parlaient de 22 naissances qui sont en vie, puisqu'il y a d'autres qui sont morts et tout ça. Alors ça veut dire que ça c'est un pas très important. Maintenant, les programmes, il faut les suivre. Oui. Évidemment, on veut parler que maintenant, il faut retirer les mâles ou certains mâles pour éviter justement la consanguinité et être toujours vigilant pour que l'espèce puisse grandir dans son habitat naturel. Donc on peut dire que c'est une action qui est réussie, quand même la réintroduction de ces gazelles de l'Atlas, ou le retour chez elles n'a pas été difficile, l'adaptation s'est faite dans de bonnes conditions puisqu'il y a eu de nouvelles naissances. Oui, tout à fait. Bon, il faut dire aussi qu'on parlait justement del parc de Fuerteventura dans les îles Canaries et d'Almeria. Alors ce sont des régions espagnoles où les conditions climatiques sont proches des conditions climatiques qu'on trouve ici en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Et je crois que c'est pour ça que les plans d'adaptation est plus facile, puisque les gazelles qu'on a élevées en captivité ont été dans des conditions semblables à celles qu'ils vont trouver en liberté. Alors, quelle est la suite de ce projet aujourd'hui? À 22 naissances, ce qui n'est pas mal. C'est une nouvelle qui est quand même réjouissante. Vous travaillez aussi en collaboration avec les autorités tunisiennes. La suite de cette démarche, c'est quoi? Il faut être attentif à tout ce qui pourrait nuire justement au bon développement de l'espèce dans cette région. Et ça, c'est la tâche de la Tunisie. Bon, ici le directeur général des forêts, qui vont suivre justement la réintroduction de l'espèce et faire des mesures comme celle dont me parlait un des responsables de l'équipe, c'est éviter la consanguinité. Parce que ça, dans certaines espèces animales, peut arriver à des malformations et à l'extinction. Justement, le documentaire commençait par ça, non? La consanguinité dans les reines animales. Il y a des espèces qui souffrent beaucoup de ça, d'autres non. Par exemple, les dauphins. Il mettait l'exemple des dauphins, que ça c'est naturel, tandis que pour les gazelles, ça pourrait être terrible, non? Parce que ça va donner des descendants infertiles, qui ne seraient pas fertiles. Une trentaine de personnes sont venues assister ce 30 octobre à la première du film documentaire Vuelta a casa. Un film qui retrace les différentes étapes de ce projet et du transfert de l'Almeria jusqu'au parc national de Jbel el-Serj en Tunisie. Alberto Redondo est le réalisateur de ce film. Je suis très content ici à l'Institut Cervantes pour voir mon film projeté ici à Tunis. Et ce projet, c'est très important parce que c'est très excitant. Les gazelles ont né très bien ici. Je crois que c'est très important que ce projet scientifique, pour que tout le monde le connaisse, c'est très important la réalisation des films. Parce que le film, c'est la manière que tout le monde peut connaître les résultats des scientifiques.
Et donc c'est un film qui a accompagné le transfert des gazelles de l'Espagne jusqu'en Tunisie. Ça n'a pas été compliqué Oui, elle était très compliquée parce que nous avons voyagé avec les gazelles. Je dois filmer à l'Espagne durant l'avion et après ici à la Tunisie. Et ça a été très bon ce travail. Je suis très content. Et vous avez beaucoup d'émotions aussi à en parler. Vous avez vécu certainement des moments très forts. Parlez-nous d'un des moments forts qui vous a un peu marqué dans ce film, dans le tournage de ce film. Oui, je crois qu'un des meilleurs moments, il fait quand nous allons à la Saint-Cloud, nous pouvons voir les premiers petits gazelles avec la mère. Avec la femelle, fantastique. Les petits gazelles, c'est vraiment les moments que nous avons réussi le projet. Transmettre au grand public les résultats des recherches scientifiques est donc l'objectif du réalisateur Alberto Redondo, pour qui la naissance et la reproduction ont été les moments forts de toute cette expérience. Les nouveau-nés prouvent donc la réussite de cette mission à suivre. L'invité. L'invité de ce numéro d'Un monde à l'autre est M. Abdelkader Ajbeli, chercheur en écologie et gestion de la biodiversité. Il représente aussi l'association Tunisia Wildlife Conservation Society. Bonjour. Bonjour. Alors dans ce reportage, M. Abdelkader, il a été question essentiellement du retour de la gazelle de l'Atlas en Tunisie. Une très bonne nouvelle. Il n'y a que de bonnes nouvelles dans ce reportage. Et ceci nous amène à entrer dans le vif du sujet. Alors cette gazelle, elle a disparu quand même depuis plus de 100 ans. Oui, la gazelle de l'Atlas, même si elle est encore présente, une toute petite population dans les monts Chambi. Mais cette population, elle est très limitée dans l'espace et limitée dans le nombre. Et en plus, vous savez tous que ce qui se passe en Chambi, on n'a plus l'accès. Et les dernières analyses génétiques de cette population ont montré que cette population n'a pas de variabilité génétique du tout. Donc elle est très menacée et n'importe quel petit problème peut l'emmener à l'extinction. Revenons à notre gazelle du Serge. D'après les dernières données qu'on a dans notre fouille, dans l'archive, reviennent, la dernière fois qu'on l'a noté, c'était vers les années 1900. Donc, et l'extinction est passée à cette date-là, et juste 5 ans après ou un peu plus, dans le mont Bargouch, juste à côté, qui est la continuité du Serge. Donc, on a à peu près maintenant 117 ans après l'extinction de l'espèce à Serge, et elle est revenue l'année dernière, c'est-à-dire après 116 ans, les gazelles de l'Atlas reviennent au mont Serge. Ça, c'était un moment fort, hein. On se souvient tous l'année dernière, le moment de la réintroduction de ces gazelles. Il y avait plein d'émotions, et on voit très bien, en tout cas dans le documentaire qui a été réalisé à cette occasion, que les gazelles se sont adaptées à ce climat tunisien, qui n'est peut-être pas finalement très différent du climat du sud de l'Espagne. Mais qu'est-ce qui a conduit à cette extinction dans l'année 1900? C'est la chasse ou la surchasse? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu, cette gazelle? Et laissez-moi dire une petite chose. D'abord, l'extinction, c'est un phénomène naturel. Et d'ailleurs, dans l'histoire de la Terre, on a vu 5 vagues d'extinction qu'on nomme extinction massive. Et ça se compte normal dans l'histoire de la Terre. Toutefois, depuis à peu près 10 000 ans, c'est-à-dire le néolithique, là où l'homme il commence à se sédentariser, donc on a remarqué une accélération de l'extinction, c'est-à-dire avant c'était naturel, maintenant c'est à cause de l'homme, ce sont des extinctions anthropiques, et l'accélération, en plus le nombre d'espèces. Ce qui fait que l'extinction, normalement, elle est peut-être naturelle. Mais depuis 200 ans, on a vu une accélération inimaginable. Donc le nombre d'espèces qui est éteint partout, au début c'était sur les îles parce qu'elles sont petites, et après maintenant c'est sur les continents. Chez nous, en Tunisie, on peut dire à peu près depuis 140 ans comme ça, il y a une accélération et quasiment toutes les grandes espèces, comme le lion de l'Atlas, la panthère, le bubal, l'adax, l'oryx, les grands oiseaux, au moins 10 espèces d'oiseaux, les grands oiseaux comme l'autruche à queue rouge, la demoiselle du midi, une grue qui est très belle, l'outarde, on a 2 espèces d'outardes qui ont disparu, il reste une autre qui est extrêmement menacée. Et donc tout ça a disparu. Dans ce cocktail d'extinction, causée par l'homme, la gazelle de l'Atlas, elle avait une répartition très grande, du nord jusqu'au sud de Châtelgéry. Qu'est-ce qui fait qu'une espèce comme ça, aussi répandue, se trouve dans une petite poche maintenant au mont Chambi? Donc il y a une transformation de l'habitat, mais surtout, avant tout, c'était la chasse. Il y avait une chasse vraiment intensive, et puis il y avait les effets de la Deuxième Guerre mondiale, une grande destruction de l'habitat avec la transformation des forêts, des vallées et des collines en champs.
que ce soit pendant la période coloniale et que nous aussi, nous Tunisiens, on a continué à le faire. Donc transformer, et nous, quasiment aujourd'hui, on n'a pas de forêt de plaine en Tunisie, que des reliquats de forêt sur les montagnes. Donc tout ça, ça a entraîné l'extinction de la gazelle, notamment au Jbel Sarj. Très bien. Et donc pour revenir à la chasse, en Tunisie, il y a certainement des textes de loi qui réglementent cette activité. Certainement. Mais il y a toujours des infractions et des délits qui sont enregistrés. Certainement. Surtout, par exemple, c'est l'espèce qui en souffre beaucoup, notamment dans la famille des gazelles, c'est la gazelle rime. Après la dorcas, parce que la dorcas aussi, elle a tellement souffert, et presque on n'en trouve plus que dans les parcs nationaux, mais pas à l'extérieur. Oui. La rime, dernièrement, ou la gazelle blanche, on a vu des scènes et des photos sur les réseaux sociaux. C'est des massacres. On ne peut pas dire plus. Des massacres. Et donc, comptons que cette espèce, mondialement, elle ne se trouve plus qu'en Tunisie, en Algérie. Donc c'est une responsabilité très grande pour la Tunisie et l'Algérie pour protéger cette espèce s'il existe encore une petite poche entre l'Égypte et la Libye. Mais c'est une sous-espèce. Donc, vous voyez... Donc, c'est important aujourd'hui que tous les acteurs et surtout ceux de la société civile se mobilisent pour protéger cette espèce très rare qui n'existe maintenant qu'en Tunisie et en Algérie. Mais alors, pourquoi le massacre se poursuit, si je peux dire? Il y a un silence. Il y a plusieurs choses. Donc, pour la rime, qui est presque, on a fait les analyses génétiques, elle est une photocopie de la gazelle de l'Atlas. Mais la gazelle de l'Atlas se trouve jusqu'au nord, sur les monts, dans les forêts, et la gazelle rime, elle se trouve dans le sud déserts. Et dans les dunes. Donc c'est pour celle on l'appelle les gazelles de dunes ou la gazelle blanche parce qu'elle ressemble un petit peu à la couleur des dunes. Cette espèce-là, normalement, elle était inaccessible. Elle se réfugie dans les dunes. Mais depuis un certain temps, l'apparition des armes sophistiquées, le trafic des armes, les chasseurs ou les braconniers, ils ont plus de moyens que les agents de la DGF, de la Direction Générale des Forêts, ils ont des quads, ils ont des motos, ils sortent ensemble, et ce qui fait qu'ils sont plus munis d'armes ou de choses sophistiquées pour provoquer les massacres que les gens qui protègent, soit officiellement, et n'en parlons pas, pour les associations. Nous, on se trouve comme ça, on ne peut rien faire, on suit, on fait des archives de ces massacres et on ne peut rien, comme Société civile, comme Tunisia Wildlife Conservation Society. On a certaines photos, on a certains noms, on a tellement, disons, de photos de ces massacres de rimes en Tunisie. D'après la Direction Générale des Forêts en Tunisie, le nombre de chasseurs est en hausse. Alors cette évolution croissante, comment vous la voyez? Elle est bonne ou pas? Parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans la chasse aussi. Mais le fait que le nombre soit croissant et qu'on parle de plus en plus de tourisme de chasse en Tunisie, c'est bon ou pas finalement pour la faune tunisienne? C'est aussi, moi je vais répondre l'envers, je vais considérer le contraire. Mais aussi, c'est pas mauvais aussi de dire arrêtons la chasse. Aussi on peut dire, la chasse, qu'est-ce qu'on chasse? Qu'est-ce qu'on a pour chasser? Aujourd'hui, lorsqu'on dit le nombre de chasseurs, elle est en augmentation. Certes, je ne suis pas contre la chasse, mais une chasse qui est bien réglementée et sur des bases scientifiques. Comment se permettre de laisser chasser des espèces alors qu'on n'a jamais fait de comptage, de transecte pour dire est-ce que cette espèce-là est chassable ou non? Certaines espèces, je vous dis, c'est hallucinant. Elles sont chassées sans quota, c'est-à-dire vous sortez pour chasser, vous pouvez tuer 1000, 100, 1 million, c'est toujours si permis. On n'a pas précisé le quota 2 ou 3 comme la tourterelle de bois. On ne trouve pas d'explication à ça. Il faut pour les perdrix aussi. Moi je pense, à ce stade, on n'a pas fait de prospection, mais je pense visuellement ou d'après la présence ancienne et la présence actuelle, moi je considère, et je pense dans notre association aussi, que, par exemple, les perdrix sont devenus une espèce, au moins dans certaines régions, une espèce rare, menacée, et dans certaines régions, elle est éteinte. Donc, alors qu'elle continue d'être chassée. Autre chose, nous, on est différents. À notre jour, aujourd'hui, les gens parlent de biodiversité et de conservation, d'autres parlent de gibier. Pour eux, les autres créatures, les autres êtres vivants sont des espèces à chasser pour trouver du plaisir et on considère ça comme un loisir. Moi, je pense là qu'il faut appeler à la raison, il faut réfléchir, et il y a la science qui peut trancher entre les deux. Donc, on ne peut pas se permettre de chasser des choses alors qu'elles ne sont pas chassables. Et on voit l'évolution depuis au moins le début du siècle. Quasiment toutes les espèces dont on a parlé au début de l'émission, elles sont éteintes à cause de la chasse. Les Tunisiens étaient à peu près 2 millions
au début du siècle, alors que c'est les lions de l'Atlas, le bubal, la dacre, tout ça. Jusqu'à 1932, imaginez encore dans les décrets, on dit que ces espèces-là, on a classé des espèces nuisibles et des espèces qui sont utiles. Et toutes ces grandes espèces-là, emblématiques aujourd'hui, ils font la base du tourisme écologique au Kenya, en Afrique du Sud, en Tanzanie. Nous, on les appelle des nuisibles. Et ils étaient chassés jusqu'au dernier. Donc on a vidé nos forêts, on a vidé nos steppes et aujourd'hui on trouve, disons, qu'on est un pays sinistré en matière de biodiversité. Sinistré, c'est quand même fort, hein, comme Non, je comme vous on dis, met. parce que maintenant on parle de la 6e vague d'extinction massive à cause du nombre d'espèces qui sont éteintes. Et je pense au Maghreb, dans les 3 pays, Algérie, Tunisie, Maroc, on est un exemple à étudier dans cette matière-là d'extinction massive des espèces. Et alors, on ne parle pas uniquement de réduction de population, mais il s'agit carrément d'extinction d'espèces. D'extinction, je vous dis, toutes ces espèces, même celles qu'on a essayé de réintroduire, elles sont éteintes. Si vous dis, je vous donne des dates. Le lion, c'est au début 10 ans après l'entrée de la France en Tunisie. D'ailleurs, le lion, on le considérait comme c'était le seul et le principal protecteur de la forêt en Tunisie, c'est lui le gardien. Une fois qu'on l'a tué, on l'a exterminé et les forêts étaient ouvertes pour tout le monde. Puis il y avait le bubal. Il y avait les premières années après 1900, il y a au moins 3 grandes antilopes qui ont disparu à cause de la chasse. Voilà, ça s'accélère et ça devient de plus en plus problématique. Mais quand vous parlez d'une 6e masse d'extinction massive, ça veut dire que cela ne concerne pas uniquement la Tunisie, plusieurs pays. Et alors, vous vous situez comment, justement, la Tunisie en matière d'extinction d'espèces? Il y a des pays qui sont beaucoup plus concernés que la Tunisie, comme les États-Unis, par exemple, ou la Malaisie. Certainement des pays qui sont concernés beaucoup plus par cette question d'extinction d'espèces. Non, je pense dans nos pays, et ça même dans les conférences ou là, lorsqu'on participe, on est oublié. Parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de chercheurs qui écrivent, et lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui est écrit, vous êtes oublié. Comme d'ailleurs le Sahara qui a une faune exceptionnelle, et donc personne n'en parle. On parle des zones tropicales, de la faune tropicale, parce qu'elle est riche, vraiment c'est vrai, elle est riche. Mais chez nous, on a des choses qui sont exceptionnelles et qui ont disparu. Où elles sont, comme on a parlé au début, ce sont des petites populations dont la viabilité n'est pas assurée s'il n'y aurait pas l'intervention de l'homme. Et donc, toutes ces disparitions ne sont certainement pas sans conséquences. Bien sûr, bien sûr. Nous, on n'a pas tout étudié. Mais je pense, là où on a canardé la dernière antilope et la dernière otarde, bien sûr, dans quelques années ou dans, je ne sais pas, dizaines, ça va apparaître les premières dunes et le phénomène de désertification. Là où on a arraché les acacias radiana aussi, on a bien sûr préparé le terrain pour la désertification. Là où on a détruit la forêt, on a préparé le terrain pour l'érosion. Et ainsi de suite, tout ce qui était comme service gratuit de la biodiversité, on va un jour ou l'autre payer très fort et peut-être en devise forte parce qu'on va emprunter de l'argent au niveau international pour corriger les fautes qu'on a commises pour des services qui étaient gratuits, assurés par la biodiversité. Pour conclure, Monsieur Abdelkader Jbeli, je vous laisse le mot de la fin. Comment vous voyez, si je peux dire, l'avenir de cette faune tunisienne ou quelles sont vos recommandations? Quel rôle peuvent jouer les associations aujourd'hui pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la préservation de cette faune tunisienne? D'abord, je vous remercie parce que déjà, ce programme peut permettre à une audience d'écouter des choses nouvelles et ça participe à la sensibilisation. Autre chose, je voudrais tellement remercier les gens qui travaillent à Serge sous le programme Al-Hadira. Donc, ce sont des boulots précaires qu'ils font beaucoup d'efforts pour que le projet réussisse. Pour notre faune, je vous dis la vérité, il faut beaucoup d'efforts de nous tous. Un programme à la télé ou à la radio, c'est extraordinaire parce qu'il va toucher des milliers de personnes. Ça nous aide de distribuer des brochures ou de faire des conférences. Ça paraît limité par rapport à ça. Mais la situation actuelle, malgré les efforts, je trouve que c'est alarmant la situation de la biodiversité en Tunisie où on doit tous, ceux qui croient à ça, on doit mettre la main dans la main et former, où on ne doit pas avoir honte, un lobby pour protéger ce trésor-là
qu'on ne peut pas le restaurer, comme d'ailleurs le patrimoine culturel, le patrimoine naturel. Une fois, le mot foutu en l'air, c'est difficile de le récupérer. Et je vous donne un petit exemple, et là on finit. Par exemple, le bubal, que quasiment tous les Tunisiens ne le connaissent pas. C'est une grande antilope qui était très répartie dans le sud tunisien. Elle a complètement disparu de toute la terre, de tous les eaux. Il y a quelques spécimens empaillés en Europe. Et si vous voulez étudier ces spécimens-là, il faut déposer une demande de visa. Assurez votre hôtel et demandez au Muséum d'histoire naturelle qu'il vous permette d'accéder à ce spécimen alors qu'il existait en abondance avant chez nous. Donc il faut imaginer ces situations-là. Merci beaucoup Abdelkader Ajbeli de l'association Tunisia Wildlife Conservation Society. Vous êtes, je rappelle, chercheur en écologie et gestion de la biodiversité. Merci et bonne continuation. D'un monde à l'autre. Une chanson avant de poursuivre notre voyage. Voici Linda Tali. Elles sont de partout, de tous âges, d'Islamabad à Tombouctou. Elles se lèvent même à genoux, courent chacune son mirage. Elles rient au soleil qui les brûle, même sans écorcher les lèvres. Elles jurent vengeance tranquille et prient la lune pour qu'elle y veille. جري الغزالة جري الغزالة جري حرية غالية. جري الغزالة جري الغزالة جري حرية غالية. Elle se désaltère d'espoir à inonder leur misère. Elles boivent la lumière des éclairs quand les orages sur elles se déchaînent. Elle décrocherait les étoiles sans ces chaînes d'ignorance aux pieds. Elles en feraient même des colliers pour que leur vie soit reine, reine sur les toits. جري الغزالة جري الغزالة جري حرية غالية.
Et c'est toujours d'un monde à l'autre sur RTCI, un numéro consacré aux espèces en voie d'extinction en Tunisie. Le reportage que nous vous proposons pour la suite suit les actions de l'association Les Amis des Oiseaux. On écoute. Reportage. Le braconnage et le commerce illégal des oiseaux sauvages sont des phénomènes qui se sont amplifiés ces dernières années en Tunisie. Des espèces ont totalement disparu à cause de la chasse. Face à un contrôle et une application des lois qui restent faibles selon certains ONG, la société civile se mobilise pour trouver des réponses à cette situation préoccupante de la faune en Tunisie. L'association Les Amis des Oiseaux assure depuis 40 ans l'étude et le suivi constant des populations d'oiseaux en Tunisie. Elle mène aussi des actions de sensibilisation auprès du public et signale tout abus aux autorités concernées. À la fin du mois de septembre, l'association des Amis des Oiseaux a lancé la plateforme citoyenne Stop Braconnage en partenariat avec la Direction générale des forêts. Cette plateforme, qui se présente sous forme de site web www.stopbraconnage.com, a été initiée dans le cadre d'un projet méditerranéen de conservation des voies de migration des oiseaux financé par la fondation MAVA pour la nature. Hicham Azafzaf est le président de l'association Les Amis des Oiseaux. Depuis 2005, l'association Les Amis des Oiseaux cherchait à trouver un moyen pour rendre plus efficace le système de dénonciation contre le braconnage et l'utilisation illégale des oiseaux en Tunisie. Cette plateforme est le fruit d'une longue réflexion par rapport à cette problématique et on est arrivé à mettre en place cette plateforme en collaboration avec la Direction générale de forêt. La plateforme elle est ouverte à tous les citoyens. Ils peuvent s'inscrire et dénoncer toutes les infractions contre les oiseaux sauvages en Tunisie. Bien sûr, ils seront informés régulièrement par rapport à leurs réclamations. Cette plateforme... Donc c'est une plateforme citoyenne qui s'adresse aux citoyens. Oui, c'est une plateforme ouverte à tous les citoyens et c'est une plateforme transparente qui montrera les infractions qui ont été inscrites ainsi qu'il y a un compteur au niveau de la plateforme qui montrera combien d'infractions ils ont été résolues, combien ils n'ont pas été résolues, combien sont en cours de résolution. À quel point c'est important aujourd'hui cette plateforme, Vous avez parlé de ce long processus qui a démarré depuis plusieurs années et aujourd'hui, cette plateforme, elle est le fruit d'un partenariat avec la Direction générale de forêt. Pourquoi ce problème de braconnage, de chasse illégale, s'amplifie? On parle de plus de 1000 délits quand même par an. Alors pourquoi, selon vous? Moi, je dirais qu'il y a plus que 1000 délits par an. Les 1000 délits, ce sont les délits qui ont été résolus par la Direction générale de forêt. Notre association elle a fait pour la première fois une étude sur le cas de braconnage. Et l'étude elle montre qu'il y a plus que 100 000 oiseaux prélevés illégalement de la nature chaque année, mis à part des oiseaux qui sont chassés légalement. 100 000 oiseaux qui sont prélevés illégalement. Cette plateforme répond à cette problématique et les objectifs c'est réellement de réduire ces 100 000 oiseaux d'eau prélevés par an à un chiffre plus raisonnable et pourquoi pas ne plus avoir des oiseaux prélevés illégalement en Tunisie. Et alors ce partenariat avec des structures gouvernementales, quelle est son importance pour vous en tant qu'association? C'est très important parce que nous, comme association, on n'a pas le pouvoir d'appliquer les lois. En Tunisie, on a seulement le pouvoir de dénoncer. Et sans la machine qui peut appliquer les lois, on ne pourra pas arriver à nos fins qui est la conservation et la protection des oiseaux en Tunisie. D'ailleurs, la Direction générale de forêt est un partenaire historique par rapport à notre association. On a travaillé plusieurs projets ensemble, que ce soit pour les parcs nationaux, que ce soit pour la sensibilisation dans certains sites. On est ensemble dans la commission consultative de la SAS. Et sans la partie administrative, je pense qu'on n'arrivera jamais à conserver notre faune sauvage. C'est pour ça que depuis très longtemps, l'association Les Amis des Oiseaux travaille en étroite collaboration avec les administrations. Parfois, on n'est pas d'accord, mais on arrive à se mettre d'accord et avancer pour le bien de notre pays.
Mais à part justement le lancement de cette plateforme qu'on espère sera opérationnelle prochainement, que fait l'AO, que fait l'association des Amis des Oiseaux pour lutter contre le braconnage? Mis à part la plateforme, parce que la plateforme fait partie d'un projet. Ce projet, il parle de protéger les oiseaux autour de la Méditerranée. Avant d'arriver à ce point presque final de projet qui est la plateforme, il y avait des aspects de sensibilisation au niveau des écoles qui ont été réalisés dans le cadre de ce projet. Il y avait aussi des créations de groupes locaux d'appui à la conservation. Ce sont des regroupements d'associations environnementales. On a fait beaucoup de réunions avec ces associations, beaucoup de formations, beaucoup d'informations sur la réglementation pour qu'elles comprennent un petit peu la réglementation par rapport à la SAS en Tunisie. Et tout ça a fait que déjà il y a en place au moins une trentaine d'associations qui sont prêtes à dénoncer les infractions par rapport aux oiseaux sauvages en Tunisie. Et donc aujourd'hui, cette plateforme Stop Braconnage se limite aux oiseaux. Est-ce qu'on peut espérer son élargissement vers la protection de toute la faune et la flore en Tunisie? Oui, bien sûr. Cette question nous a été posée par plusieurs ONG déjà qui touchent à d'autres thématiques que les oiseaux. Oui, je serais content qu'en Tunisie, on a une plateforme de dénonciation par rapport à tout ce qui est faune et flore en Tunisie. Mais bien sûr, on va attendre déjà de voir comment cette plateforme elle va être utilisée par les citoyens pour avoir au moins un petit retour d'expérience pour se lancer sur d'autres plateformes avec d'autres thématiques. Quelques semaines plus tard, un peu plus d'une vingtaine de personnes se sont rassemblées à l'avenue Habib Bourguiba. Invités par les Amis des Oiseaux, ils sont venus assister à la libération d'un oiseau, une buse féroce, au parc national de l'Ishkel. En route vers Ishkel, la buse dans son carton de transport est impatiente de retrouver sa liberté. Claudia Azafzef de l'association Les Amis des Oiseaux nous raconte comment cet oiseau est arrivé à l'association. Comme il est encore sauvage, on préfère de le relâcher maintenant parce qu'il a pris du poids. Il est très fort. Bon, ses plumes sont encore un peu abîmées, mais c'est pas une option de le garder maintenant qu'il change toutes ses plumes parce qu'à ce moment-là, il sera trop habitué à l'homme. Alors c'est maintenant le bon moment de le relâcher. Il a encore tout son instinct sauvage et il est en bonne forme pour survivre. Et comment est-ce qu'il est arrivé chez vous? C'est l'action d'un citoyen avisé qui l'ont trouvé, qui nous ont appelés. Il était en mauvais état avec des fils de fer dans les pattes. Il est pratiquement tombé dans leur cour et ils n'ont pas compris pourquoi ils ne voulaient pas parce qu'il semblait en bon état et ils ont découvert après qu'apparemment avant il était lié au niveau de ses pattes. Mais je pense qu'il s'est échappé au vrai braconnier parce que il a encore une tache là sur le bec, il a les ailes des coins. Lorsqu'on a eu, il y avait des coins avec du sang parce qu'il s'est échappé vraiment de force. Monsieur et Madame Azafzef partagent leur vie et leur passion pour les oiseaux. Tout au long du trajet, la discussion ne tournait qu'autour des oiseaux, de la question du braconnage et des solutions et mesures qui doivent être prises pour lutter contre ce fléau. Après une heure de route, nous voilà arrivés au parc national de l'Ishkel. Mais c'est carrément une piste ici, elle n'est pas accessible au grand public. Non, et ça ne devrait pas être accessible au grand public parce que ça amène à des parties qui sont des zones de repos pour les oiseaux. Alors c'est vraiment pas souhaitable qu'il y ait une grande fréquentation. C'est aussi pour cette raison que nous on vient avec cet oiseau ici, parce qu'on sait qu'il sera en tout quiétude au moins le temps qu'il va rester dans cette zone-là. Là, ça commence à vraiment bien nous secouer. Et la voiture aussi. Ah oui. On est arrivé? Oui. On est arrivé sur le site. C'est une grande plaine qui donne sur la petite rivière El Melh, une des rivières d'eau douce de Ishkel. Et on va le relâcher ici. Il peut être tranquille ici pour les premiers jours. Comme ça, il s'acclimate un petit peu. Une fois sur place, tout le monde attend le moment de libération de la buse féroce. Bien patient. C'est surtout l'oiseau qui attend de prendre son envol. Un
2, 3 et c'est parti. Allez, vamonos, vamos. C'était un grand moment pour les grands et les petits. Tu t'appelles comment? Marina. Tu as assisté aujourd'hui à l'envol de l'oiseau? Oui. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que j'aime les oiseaux. Marina Sebrian est contente, tout comme Jawed Ben Brahim, 8 ans. Tu vois ce que c'est ça? Tu le connais? Oui. C'est quoi? C'est une buse. D'accord. Et tu es venu faire quoi aujourd'hui? Assister à quoi? Assister à son replacement dans la nature. D'accord. C'est important? Oui. Pourquoi? Sa place, sa vraie place à cette buse, c'est où? C'est dans son nid et sur cette montagne, tout doit rester sauvage. L'émotion était aussi du côté de l'association Les Amis des Oiseaux. Claudia Azavzov. C'est ça tout l'objectif du travail qu'on a investi avant. Et, malgré qu'on dit toujours qu'on ne s'investit pas avec émotion là-dedans, mais c'est pas vrai. On ne doit pas avoir un attachement à ces oiseaux parce que les oiseaux aussi ne doivent pas s'habituer à l'homme, c'est-à-dire on fait attention quand on les soigne de ne pas trop les manipuler, de ne pas trop se montrer. Mais le moment de la libération, tout à l'heure je le voyais, l'oiseau dans les mains de Hicham, et il était en train de repérer par où je vais partir. Et moi ça me touche profondément parce que ça montre aussi qu'ils ont cette volonté de liberté et il ne faut pas les priver de ça. Alors c'est vrai, ça me touche. L'envol de la buse féroce le 5 novembre dernier s'est fait aussi en présence de la Direction générale des forêts, le colonel-major Salem Triqi et le directeur général des forêts. Alors cet oiseau justement a été victime de ce qu'on appelle le braconnage en Tunisie, un problème qui persiste malgré tout l'arsenal juridique, tous les textes de loi, les conventions que la Tunisie a ratifiées. Mais on a l'impression que le problème persiste. Le nombre d'infractions est assez élevé, le nombre de chasseurs aussi augmente en Tunisie. Par quoi vous l'expliquez? Eh bien, tout simplement par cette nouvelle mentalité du Tunisien. Et puis, il y a peut-être un manque d'information. Excusez-moi, mais je dois le dire. Il faut toucher les esprits. Il faut que tout le monde sache l'importance des forêts, l'importance de l'écosystème forestier, l'importance. Maintenant, nous gérons aussi le paysage, c'est-à-dire nous ne nous limitons pas à l'écosystème forestier, mais on prend en considération aussi les forêts rurales. Donc, c'est-à-dire que tout le monde doit être responsable et responsabilisé. Donc, vous savez bien autant que moi que la chasse, elle est parfois pathétique. Il y a des gens qui sont férus de chasse jusqu'à la maladie. Donc, mais nous les rassurons, la chasse est organisée, il y a des limites que la loi définit, et puis tous les endroits où la chasse est permise, ils sont bienvenus, donc ils doivent se limiter à ce quota qui lui aussi participe à la stabilisation de l'écosystème. Donc même le chasseur fait partie de cette volonté de l'équilibre écologique. Ils seront bienvenus, à la condition, bien sûr, de ne pas braconner, mais cet acte d'aujourd'hui porte aussi en lui-même un message à tout le monde, un message de liberté, un message d'amour, mais aussi un message dur à l'encontre des braconniers. Et c'est important justement qu'une structure gouvernementale comme la Direction générale des forêts tisse des partenariats avec la société civile, comme c'est le cas avec l'association des Amis des Oiseaux et d'autres associations. Et c'est important aussi, comme vous avez dit, mon colonel-major, d'impliquer le citoyen à signaler justement les dépassements. Alors en cas d'infraction justement, est-ce que les textes de loi qui sont bien précises sont fermement appliquées? Je pense que nous sommes sur cette voie, donc de redonner à la loi donc d'être bien appliquée à tout niveau. Donc, mais aussi il y a certainement dans
ce message que je suis en train aujourd'hui de diffuser, grâce à vous, ce message est le remerciement de ces gens qui ont eu l'amabilité, la volonté de ramener cet oiseau qui a échappé aux braconneurs et le présenter à cette association qui fait beaucoup de bien. Et ils ont encore des oiseaux qui ne peuvent pas encore voler. Et j'espère aussi assister à leur libération. Donc le Tunisien, il est parfait. Donc s'il y a des gens qui débordent, donc ils seront responsables de leur acte. La libération d'un oiseau reste un moment fort et unique. Malheureusement, beaucoup d'espèces sont encore victimes de braconnage et de chasse abusive et risquent de disparaître en Tunisie si des actions urgentes ne sont pas mises en place par les institutions concernées. Quant au rôle des organisations de la société civile, il reste crucial pour former et sensibiliser le public quant à la nécessité de connaître et de préserver nos ressources naturelles vivantes pour les générations futures. Et nous voilà arrivés à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour d'autres escapades et de nouvelles aventures. Ce numéro a été réalisé par Wafé Bouzaïda. Mayed Assili vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTCI. Dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et l'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau. Parler, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. J'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et l'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Mayed Assili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI.